On va tout à l'heure avoir le plaisir et le bonheur d'assister, parce que c'est toujours quelque chose d'émouvant, à 18h45 à la lecture performance de Serge Pey et Pierre Amoulas ici même. Serge Pey fait partie de ceux qui font vivre la poésie à la fois dans les institutions, aux marges des institutions, et d'un côté et de l'autre des Atlantiques et des océans, dans des endroits différents, et de la faire vivre comme rituel, c'est-à-dire comme pratique collective, et comme pratique faite par un et par tous, parce que sinon il n'y arrive pas. Et pour entendre un peu ceux qui ici écrivent de la poésie, on va commencer maintenant par une lecture. Marc Delouze, Claude Bert, Seamus Debkin, Marie-Étienne, André Velter et Julien Marclan procédera, je crois, à la récupération du poème collectif. À 18h30 d'ailleurs, ce poème sera lu précisément. Alors on va peut-être commencer dans l'ordre. Marc Delouze d'abord, Claude Bert ensuite, Seamus Debkin ensuite, Marie-Étienne, André Velter. Je vous laisse. La poésie se lit debout. Ce poème que je dédie aux poètes, aux 30 poètes qui vont participer, qui vont participer à ces 30 ans d'Éparvis, mais au-delà d'eux, bien sûr, aux 400 poètes avec qui nous avons travaillé depuis 30 ans. Et puis tous ceux avec qui nous n'avons pas encore travaillé, mais on ne saurait tarder. Le titre, c'est « L'aimant du vide attire le silence des formes ». C'est autour, tout autour, dans le hors-page du dessin, que la forme s'incarne. Ainsi, toute image est un organe arraché au corps du monde qui nous étouffe, comme un linceul de silence jeté sur ce qui reste de nos corps après que fut passée la chirurgie de l'histoire. C'est autour, tout autour, dans le hors-champ du champ, que le poème réel se déploie. Ainsi, toute parole est une viande, mâchée, déglutie, digérée, déféquée, dans le ciel parcouru d'astéroïdes échappés à la gravitation de la mémoire. C'est autour, tout autour, hors de l'instant vécu, du moment partagé et du verre vidé que le présent s'invente. Ainsi, tout échange est commencement et fin de tout. Car ville, ciel, paysage, musée, homme, femme, poète, artiste, public, plus on en voit, moins on en voit. Et le vent du rêve a tourné 7 fois dans ma bouche avant de s'autoriser à donner de la voix. Sur le poème lui-même et sur cette écoute que nous en faisons. C'est un texte qui était dédié à René Char et à mon père, tous les deux compagnons de la résistance et commandants de la résistance. Le poème est toujours de peu au bavardage prétentieux de la parole. Au nom de ce peu, qui est si peu que son nom même l'excède, posera juste un instant le poème en paysanne, tel les saisonniers gagnent de quoi survivre le temps d'une vendange, menant troupe de mots meuglant comme vaches à l'étable, ressemblant à ces cutéreux dont je suis issu, et dépiotant la volaille dans un envol ébouriffé de plumes et de caquettements. Car il y a place pour tout dans la poétique pense, qui tout engloutit, tant l'ample que le chétif, le murmure que le brame, le mot minime en bout de langue que la logorée du potlatch.
Il y a des choses que non, disait la mère du père dans son parler de montagnarde, désignant ainsi l'ordinaire des atrocités humaines, barbares et polissées, en allant au poulailler d'un même geste, distribuer le grain et les balles cachées sous la paille des œufs. Il arrive inépuisablement des choses que non, et que, pareil au disque d'argile ou au pain d'olive partagé entre les hôtes, tendent parfois le poème sa moitié de parole, dont l'autre possède l'égale part, rappelant que jamais, sauf à tuer, aucune parole n'épuise la parole, avec cette incomplétude, ce suffisamment de manque ou d'excès, d'écart à l'équilibre des antiques particules pour que quelque chose naisse. Parfois seulement, car le poème va aussi au tout venant, il y a de l'inquiet dans le poème, du non-quiet, qui enfin s'inquiète de ce qui se dit, de l'indéfini, qui cesse enfin de clore le monde au bruit d'une bouche, et puis de l'altérité non réduite, de l'autre non assigné à soi. Alors, tandis que vacillent les lettres à la lueur de la vieille lampe torche qui, au bout du mental blanc à la tête de Tigène, a éclairé des nuits de sentinelles, d'assauts meurtriers, de visages de prisonniers, comme de rescapés, de héros et de traîtres, dans ce pays qui blasonne à ses gorges, ses cols et ses bouches, la voix, le chant et les mots, mais aussi la corde au cou des suppliciés et la balle dans la nuque, un icône à l'insignifiante et précieuse parole humaine qui s'égrène dans l'oubli, le poème. Comme un coin dans le gras de la parole, obstinément poème, pillant pillé à 1000 moineaux jetés par poignées dans les halliers, pelletant les mots pour déterrer l'arête de sèche sous la croûte de sel, comme sous les chines frémissantes des luzernes, une question dans la profusion de la parole, ou pris à la gueule du loup, un éveil dans l'indigence de la parole. Merci à Claude et merci à l'ami qui a mentionné les soirées poètes en résonance, n'est-ce pas? Il est parti, merci. Effectivement, nous allons commencer la 6e saison des soirées le 26 octobre et j'espère que nous aurons l'énergie et les moyens de pouvoir continuer. Des moyens. Personne ne me répond, tu le sais. Je ne pousse dans la tête de personne, tu le sais aussi. Je ne peux même pas être fraîcheur dans le feu qui brûle chacun, tu le sais. Ce que je dis de ma colline me déformera un peu sur ta colline, tu le sais aussi. Ce que je lance de ma colline t'enfermera dans ta colline, je le sais. Nos cris montent à mesure que nous nous ignorons, nous le savons aussi. Le savoir ne nous est d'aucun secours, nous le savons, sans qu'on ne comprenne sur quel fil mener le reste de notre parole. Je regarde avec mes yeux qui ne voient rien de ce qui me fait face et ne me voient pas. Je regarde ce qui me perd dans les bruits. Je creuse l'œil pour le remplir de ce qui manque à ma vue, pour devenir tronc, devenir pierre, et que la mouche me contourne de la même manière qu'elle contourne le tronc et la pierre. Qu'elle se pose sur moi de la même manière, pour que tu puisses vivre dans l'intimité de la mouche, un peu parole, un peu soif, dans l'éloge des courbes et de l'eau qui les égrène. Je sais que la fourmi est de la même couleur que la terre que j'avale, même si j'ai pu me remplir la panse de fraises sauvages, de pousses de sapin, renifler quelques restes, apercevoir les cimes de quelques arbres, à l'écart des fanions et des yeux. Mais la mouche sait que l'araignée la guette, que ses pattes sont prises, elle sait que ses ailes peuvent l'enfermer, ils savent que leur course peut s'achever dans ma bouche. Chacun s'abat alors sur moi avec ses armes, chacun veut m'éloigner de mes armes pour que ma vie puisse prolonger la leur. Ça c'est rien, ça c'est une cerise sur la tête de ce vaurien, ça je ne le dirai pas, je ne le toucherai pas. Avant je sortais d'une mine, et la mine était contente. Je pouvais me faire très pointu et ce que j'écrivais sur une gomme, je pouvais l'effacer d'une autre.
Je pouvais disposer les mots en forme d'escalier pour toucher la neige qui était sur ta tête. Je n'avais besoin de le dire à personne, même pas au W qui mettait un point d'honneur à ne pas se laisser écrire. Mais je lui trouvais tant de formes que ça lui donnait le tournis. J'oubliais exprès le point du I pour m'y percher et guetter ce qui passait aux alentours, quitte à ne rien apprendre de ce que tu sauras après. Mais peu importe, je continuerai pour que chaque mot puisse se voir dans le miroir qui est de l'autre côté, même si je ne suis jamais sûr que le miroir ne devienne piège et ne nous enferme de chaque côté. Merci. Je vais vous lire un poème qui est le seul de ce livre. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai écrit sur le cinéma, sur mon rapport au cinéma ou le rapport de mon écriture avec le cinéma. Et donc ce poème est inspiré par un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle, je crois que son nom est Ernesto, et c'était un film de Marguerite Duras. Et dans ce film, il y a un personnage qui a 7 ans mais qui mesure 1,80 m et qui a un air d'adulte. C'est un personnage magnifique. Donc il s'appelle Ernesto et mon texte, mon poème s'appelle La peine d'Ernesto. Tu voulais me parler, dit la mère, qui épluche les patates, à son fils Ernesto, debout derrière son dos. Il avance, il s'assied. Je voulais, oui, mais je vais te faire de la peine. La mère, qui est russe, continue d'éplucher ses patates. Elle en a un gros tas devant elle, maintenant. Je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi ? Demande la mère avec calme. Parce que je n'aime pas apprendre ce que je ne sais pas. Tu n'y es allé qu'aujourd'hui. C'est pas la peine, dit Ernesto, qui est le premier de 7 enfants. Sa sœur Jeanne, Aimée, et le tas de brothers and sisters indistincts. Il ne veut plus aller à l'école. Elle donne l'information au mari. Tout de même, il est encore enfant. Le mari doit être mal réveillé ou idiot. Il porte sa chemise de nuit en coton et boutonnée sur le devant avec des pressions. Ennuyeux, dit-il, on nous mettra en prison. Comment as-tu appris à écrire et à lire ? Demande le maître d'école à Ernesto. J'ai ouvert un livre et j'ai lu. J'ai ouvert un cahier et j'ai écrit pendant une nuit. J'ai compris la création du monde, l'arche, les animaux, les arbres, leurs feuilles, le vent surtout, et que c'est pas la peine. Comme on a beaucoup parlé de boîtes aux lettres, je ne sais pas si vous savez qu'à Collioure, à l'entrée du cimetière, il y a une boîte aux lettres sur la tombe de Machado, qui est là depuis sa fuite d'Espagne en 1939. Il est arrivé et il est mort d'épuisement au bout d'1 mois. Et depuis cette époque, il arrive des lettres adressées à Antonio Machado, cimetière de Collioure. C'était Pedro Soler, mon ami guitariste flamenco, qui m'avait raconté cela, et j'y croyais pas du tout. Et je suis passé plusieurs fois à Collioure, et oui, il y a une boîte aux lettres sur la tombe d'Antonio Machado, et il y a des lettres qui arrivent tous les jours, et il y a des fleurs fraîches tous les jours sur sa tombe.
Alors j'ai fait comme les autres, je lui ai écrit une lettre. Antonio, on va laisser la poésie à ceux qui en parlent sans la vivre. Je ne veux pas chercher dans tes vers les résonances les plus évidentes, ni les complicités solaires. On commémore toujours à tort et à travers, ça ne rassure que les dévots. Mais à Collioure, où on t'a mis en terre, alors que tu venais d'arriver, la mort ne fait qu'hésiter. Elle n'emmène pas large à l'entrée du cimetière. Les fleurs de chaque jour sont si fraîches pour toi que c'est le temps qui sèche et se fane. Et puis, tu tiens table ouverte, on dirait, ta pierre de dessus comme la page d'un livre, comme un drap de lichen et de sel marin. Surtout, on peut chuchoter dans ton silence, caresser un avenir auquel on ne croit plus, et t'écrire une lettre. La boîte sur ta tombe est un défi permanent pour des rêves, des révoltes, des aveux, adressés en poste active. Tu tends à chacun un miroir d'exil qui n'impose rien, qui reflète à volonté l'inquiétude ou la pause, le soupçon ou la joie. Singulier face à face en intime solitude, dont tu es le réceptacle, l'éveilleur, le refuge, pas le juge. Voilà pourquoi je te confie dans l'air du soir, un peu avant le crépuscule, ce que nul n'a à savoir. Et que pourtant j'engage loin des parades testamentaires, par effraction sauvage et pure. J'ai mes raisons, tu n'en doutes pas, qui sont déraisonnables, fabuleuses, obscures, et battent à fond mon cœur sonore. Mon cœur qui ne triche pas avec le swing des mots, avec le sens des notes. Je suis près de toi, Antonio, parce que la grâce ici-bas est souvent au plus haut, souvent au plus éperdu. Les dieux, nous le sentons, se noient ou se baignent dans nos veines, c'est nous qui décidons. C'est nous qui tenons les rênes du ciel, nous qui inventons nos blessures, nous qui acceptons d'entrer dans le premier scalp venu. Il a fallu une chute en continu et tant de nuits trouées pour qu'un seul frisson efface le centre, la gravité, pour qu'un seul pas de côté renverse le courant, les perspectives, toutes les lignes de fuite. Un souffle a lavé mes yeux, et ce souffle m'appartient. Et il court les univers à la vitesse de la lumière. J'ai repéré ce prodige, je l'ai saisi, conquis, accueilli. J'en suis aussi fier que possible. Mais cette sorte de miracle a un nom de sagesse folle, un nom de femme et de dédicace enchantée. Il n'y a là que de l'imprévisible, jeté à la vue de tous, à grandes enjambées, hors champ. Antonio, tu me comprends, je t'escorte dans le songe infini où tu as suivi Léonore. Et tu peux me suivre en esprit quand j'évoque un corps à corps qui a choisi son lit de forge, de rituel, de sacrilège. L'amour se nomme ainsi, comme un cri dans la bouche que l'âme seule reçoit. Amour insolent et solaire, le plus sexuel qui soit et le plus libertaire. Je ne crois pas au grand repos. L'éternité est un grain de sable dans le bec d'un oiseau. Vénérons cet instant, Antonio, qui est sans adieu dans le soir de Collioure. J'y place mes syncopes et ma force, la musique d'une pensée hédoniste et stoïque, un envoûtement qui dure. Merci. Il est parti, l'oiseau. C'est taillé par la porte. Il est parti, le salopio. Si, ample, pas pressé, spatial. Ma parole, pas à pas, il a rivé les météorites. Il est passé à ras la muraille. Si. Plat, le triple saut, la spirale, le triple loupe, et plat, tel que. Il s'est trémoussé, s'est tripatouillé, s'est tâté peu, puis plat. C'est taillé, le sale oiseau. Si. Il est parti, le passereau. Le mille pattes, lui, s'est erré. Il ne reste pas. Il n'est pas téméraire, plutôt terre à terre. Il était atterré. Pas. Wow! Quel pire! Pas mal! Il est parti le plumeau, là, par la porte! Le taulier a pâli, lui aussi. La mulette était à terre, les plumes. Le pape était sorti, le saule pleureur lui-même était alarmé. Le marsupilami arrive. Il s'est marré. Pas marsupial, l'oiseau. Marteau, mais pas maso, l'artiste.
Il pépiait, impartial, patriote, allumé, battu, et plat. Il est parti. Il n'était pas spartiate, mais têtu. Sur le mur, là, il est passé. Il se fait pas, à l'aise. Plam, plam, ploup. Tel les satellites, quoi. Le superstar. Le mille-pattes, lui, est resté assommé. Ploum, le plume. Il lisait, alors. Il matait, et plat. Il s'était Rémiro, sous Stockholm ou presque. Ah, quelle torture! Il est parti, le passereau. Elle a réussi, la sale oie, à passer sur la muraille. Elle est plus là, la petite pipelette, la pipioleuse, la petite pisseuse. La serrure a été trompée. Le passe-muraille qu'elle l'a appelé. Moi aussi, après ma sieste, réaliser la traîtrise. Pas même 3 mots. Quelle petitesse! La sale petite tête rousse à plumes. Il a pissé au lit et il est parti. Et elle est partie sur la mer, la mouette. Portée par les 3 mâts, au soleil. Elle est pas tarée. Pas plus la piole. La mer. La mer. Il est parti, l'oiseau. C'est taillé, le pic à ciel. Ma plumée, plume. Seul là, reste moi. Moi seul et mes mots pour le retour. Et le pupitre où atterrit la mélopée, le poème pionneur pour le petit Pierrot. Le poème pour seule mémoire. Seul reste le poème, où se miroitent l'allée, le port, les oreilles, les mirettes, la lampe tempête, le sommeil, l'espoir. Il a promis qu'il passerait le parasite. Il m'appellera peut-être. Il est parti, de toute façon. Merci. Je voulais dire un mot. En fait, c'était le premier poème que j'ai écrit au Parvis Poétique, ce poème. Hein, quand la première fois que Marc m'a invité en 2004, je crois. Voilà. Et donc, c'était un petit rappel. Et donc, je voulais juste une précision. Là, il y a la pause, je crois, c'est ça. Hein. Il y a la pause qui arrive. Donc, on va pouvoir. Voilà. Mais par contre, on vous tient à l'œil parce que on a besoin que vous écriviez. Hein. Enfin, c'est pour le plaisir. Mais que les petits papiers que vous avez reçus, vous avez le temps, là, vous avez encore 5 minutes, je dis, pour compléter une phrase, 2 phrases, 3 phrases, comme vous voulez. Et, voilà, on a même des stylos, formidable. On est équipés, donc vous n'avez pas d'excuse. Au moins une phrase qui vous passe par la tête, un souvenir, voilà, peu importe. Et je vais récolter tous ces papiers durant la pause, et ensuite on viendra dire ce poème. Moi, je viendrai dire le poème qu'on aura composé ensemble. Voilà. Merci. À 18h30.